rien. Et ça ne signifie rien. Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne. Bonjour. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe, avec la participation de Tania Rachaud. Bonjour Tania. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Cette émission est réalisée par Lucien Auriol dans les conditions semi-parfaites du déconfinement. Et la coordination et les lectures sont de Camille Bloomberg. Cette émission est aussi préparée avec l'aide de Pierre de Charette, Victor Simon, Pierre Tréléa et Eban Valaïs. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des Surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast. L'Europe. L'Europe, elle est devenue illisible. J'en suis conscient, lointaine, et pour tout dire incompréhensible, même pour les États. Ça ne peut plus durer. L'Europe, elle doit être simple, claire, pour être efficace là où elle est attendue, et se retirer là où elle n'est pas nécessaire. Vous avez raison de pointer, il y a des problèmes en France. Mais pourquoi ça? C'est parce que les Français, tout simplement, ne comprennent rien aux questions européennes. On l'a d'ailleurs vu lors des dernières élections européennes, c'est que les Français croient toujours dans le fait que ce serait la France qui dirigerait ça, et puis finalement ça n'aurait aucune importance, et puis finalement tout ça est très très compliqué, on n'y porte pas attention. Il n'y a plus de projet, c'est une organisation trop compliquée, trop nombreuse, pas réorganisée, et qui n'a pas d'objectif. Comment voulez-vous que ça vous passionne? C'est à vous, ça? Ah oui. Et vous arrivez à lire ça? Non, j'y comprends rien. C'est normal? Le contraire serait pas normal. C'est prévu pour qu'on n'y comprenne rien. Moi, si je regarde ça trop longtemps, ça me donne le mal de mer. Nous venons d'écouter dans l'ordre l'ancien président François Hollande en 2014, François Asselineau, président de l'UPR, l'Union populaire républicaine, en 2019, l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing en 2014, et enfin un extrait de la série Parlement sur France TV. Alors, quelle est l'idée reçue ici? On a affaire, en réalité, à la mère de toutes les idées reçues. L'Europe serait compliquée. Tellement compliquée qu'on n'y comprendrait rien. Mais alors, d'où vient cette légende européenne? D'un peu partout, parce que il faut dire que peu nombreux sont ceux qui comprennent vraiment comment fonctionne l'Union européenne. Alors c'est vrai ou c'est faux? Eh bien, ça dépend de quoi on parle. Si on parle du processus historique qui a vu l'émergence des institutions européennes, alors oui, c'est complexe, parce qu'il faut intégrer l'histoire de chacun des États qui a participé à cette construction. Mais si on compare le fonctionnement des institutions de l'Union européenne et celui des institutions de la France, eh bien, je vais vous dire que c'est faux. Ça n'est pas particulièrement compliqué. L'Union européenne, ça n'est pas plus compliqué que la France. Ça l'est même beaucoup moins. Avec des compétences limitées, une administration très réduite et un budget 30 fois plus petit que celui des États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, ça devrait être un jeu d'enfant. Mais alors que nous sommes biberonnés depuis notre tendre enfance à la culture politique française, nous nous rendons compte que nous connaissons peu la culture politique européenne. J'entends celle de la construction européenne. Alors, le problème c'est que, comment est-ce qu'on fait pour comprendre ce que nous ne connaissons pas? Je vais vous parler d'une histoire personnelle. Il y a quelques mois, une connaissance débarque dans mon bureau. Paniquée. Elle est magistrate dans une cour d'appel et se trouve face à un problème d'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle veut bien l'appliquer, mais elle me dit que, comme la charte n'est pas obligatoire, elle ne sait pas si elle peut en faire usage. Pas obligatoire, la charte? Les bras m'en tombent. La Charte des droits fondamentaux de l'Union s'impose à tous depuis le traité de Lisbonne de 2007. Tous les jours, des juges l'appliquent, partout en Europe. Comment cette éminente magistrate, depuis plus de 10 ans, a-t-elle pu passer à travers cette information capitale? Sa réponse: « Ah, mais de toute façon, l'Union, moi, je n'y comprends jamais rien. » En réalité, elle n'est pas la seule, et loin de là. Il y a encore quelques semaines,
je lisais un article dans un journal que je ne citerai pas, qui relatait une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui condamnait la France pour les conditions indignes d'incarcération de ses prisonniers. Et quelle ne fut pas ma surprise de lire, dès l'introduction de l'article, affirmer avec aplomb que la Cour européenne des droits de l'homme était l'instance judiciaire la plus haute dans l'Union européenne. Un journaliste qui couvrait un sujet pouvait donc confondre Union européenne et Conseil de l'Europe. Oui, parce que la Cour européenne des droits de l'homme, elle ne relève pas de l'Union européenne, mais du Conseil de l'Europe, une organisation de protection des droits de l'homme de 47 États, du Portugal à la Russie. Rien à voir donc avec l'Union européenne. Et ces erreurs ne sont pas anecdotiques. Elles révèlent une véritable méconnaissance des institutions européennes. Or, venant de la part de personnes aussi informées et formées que les journalistes ou des magistrats, eh bien, je vous laisse imaginer ce qu'il en est du reste de la population française. Mais Vincent, vous venez justement de nous raconter une histoire sur l'Union européenne. Or, il me semble que le titre de l'émission, c'est « L'Europe, c'est compliqué ». On est d'accord que l'Europe, ça n'est pas que l'Union européenne. Au contraire, l'Europe, c'est une idée géographique qui n'est d'ailleurs pas tout à fait précise et qui recouvre tout un tas de réalités structurelles. Tania, je dois reconnaître que vous avez toujours raison. L'Europe, c'est un continent. Et sur ce continent, il y a plusieurs structures institutionnelles. Le Conseil de l'Europe, l'Union européenne, la Communauté européenne, ou doit-on dire communautés européennes? Mais alors, qu'est-il advenu de la Communauté économique européenne? C'est sûr que les noms qui ont été choisis ne nous aident pas vraiment à faire la différence. J'ajouterai même à cette liste le Conseil des ministres de l'Union européenne et le Comité des ministres du Conseil de l'Europe. Un même concept, mais avec un fonctionnement différent dans deux organisations européennes distinctes. Et aussi, si je peux rajouter à la difficulté, ne pas confondre avec le Conseil des ministres qui s'est réuni chaque mercredi à l'Élysée sous la présidence du président de la République. Et en tout cas, Tania, vous n'êtes pas la seule, loin de là, à relever les complexités européennes. Comme le disait François Hollande en 2014, l'Europe est devenue incompréhensible, même pour les États. Alors c'est essentiellement le contexte de la construction de l'Europe politique qui explique cette complexité. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, nombreux sont ceux qui s'accordent à dire qu'il faut repenser le modèle de coopération entre États, un modèle qui a échoué à préserver la paix. Mais les États en Europe n'ont pas tous les mêmes intérêts, la même vision de ce que leur coopération doit être. Ajoutez à cela le fait que, sur le continent, certains sont des vainqueurs, comme le Royaume-Uni, d'autres des vaincus, comme l'Allemagne ou l'Italie, et que, pas très loin à l'Est, l'Union soviétique brouille un peu plus le jeu des alliances. Ainsi voit-on émerger des alliances militaires comme l'Alliance Atlantique ou l'Organisation de l'Union occidentale, voire un projet d'armée européenne avec la Communauté européenne de défense qui échouera en 1954 du fait du revirement de la France. On voit aussi émerger des regroupements économiques, certains guidés par l'impératif de préservation de la paix comme la Communauté européenne du charbon et de l'acier avec au cœur France et Allemagne, ou d'autres guidés par l'intérêt purement commercial avec l'Association européenne de libre-échange qui se construit autour du Royaume-Uni. Alors on ne va pas faire la liste de toutes les organisations qui voient le jour en Europe dans les années 40 et 50, vous avez compris l'idée. Mais beaucoup de ces organisations ont aujourd'hui évolué, un certain nombre d'ailleurs existent encore, évidemment l'Union européenne, l'OCDE, l'OTAN. En fait, ce foisonnement, ce bouillonnement même d'organisations n'aide pas à rendre compréhensible qui fait quoi en Europe. Et puis, il y a un autre facteur de confusion, un brouillage considérable des messages du fait d'une terminologie des plus obscures. Tous ceux qui enseignent les questions européennes vous diront la même chose. Ils ont la plus grande peine du monde à faire intégrer à leurs étudiants la différence entre le Conseil de l'Europe d'un côté et de l'autre, dans l'Union européenne, le Conseil européen
et le Conseil de l'Union européenne. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. On est finalement assez vite perdu. Alors comment s'y retrouver avec tous ces conseils ? Eh bien, je vous le demande, Tania. Alors déjà, en 1943, dans un discours sur l'après-guerre, le Premier ministre britannique Winston Churchill appelle de ses vœux la création d'un Conseil de l'Europe, sans savoir ce à quoi ça correspondrait concrètement. Le nom sera repris en 1949 lors de la signature du traité de Londres qui crée le Conseil de l'Europe. Il s'agit d'une organisation internationale ayant pour but de promouvoir la paix et la démocratie pour réaliser en Europe les objectifs des jeunes Nations Unies et notamment de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et le voilà, notre Conseil de l'Europe, Tania. C'est tout naturellement d'ailleurs au sein de ce Conseil de l'Europe qu'on voit naître la Convention européenne des droits de l'homme avec sa juridiction, la Cour européenne des droits de l'homme. Sauf que, au cours des années 70, dans l'autre grand projet du continent, les communautés européennes, émergent peu à peu des sommets informels réunissant les chefs d'État et de gouvernement pour donner des orientations à ces communautés ou pour trancher les différents politiques entre États. Écoutons Pierre de Boissieu, l'ancien secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, dans une vidéo qui retrace l'histoire du Conseil européen. De plus en plus, il est apparu que les pays de la communauté avaient à se prononcer sur des questions qui, en vertu des traités, n'étaient pas de la compétence de la communauté. Que faire devant les crises pétrolières ? Que faire vis-à-vis des pays producteurs ? Que faire entre la Palestine et Israël ? Et donc tout ceci a coagulé pour que, en 1974, Giscard, aidé par Jean Monnet, fasse tomber les réticences. Et alors, à l'issue de ce sommet informel, les États membres se sont entendus pour ne pas lui donner de nom particulier. Or, Valéry Giscard d'Estaing fait un coup politique lors de la conférence de presse qui suit en disant « Nous avons assisté au dernier sommet européen et nous avons participé au premier Conseil européen. Les sommets sont morts. Vive le Conseil européen !» Voilà donc que, régulièrement désormais, au sein des communautés européennes, se réunit un Conseil européen qui n'a rien à voir avec l'autre grande organisation du continent, le Conseil de l'Europe. Si vous êtes déjà perdu, eh bien, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Parce que, lorsque le Conseil européen est créé en 1974, il existe déjà un autre conseil au sein des communautés européennes. Le Conseil. Oui, le Conseil tout court, celui qu'on appelle souvent, d'ailleurs par facilité, et comme pour mieux l'identifier, le Conseil des ministres. Et pour une bonne raison, il réunit les ministres des États membres. La confusion, eh bien, elle est donc facile entre un Conseil européen qui réunit les chefs d'État, les chefs des exécutifs, un chef d'État et chefs de gouvernement nationaux, et un Conseil qui réunit les ministres, c'est-à-dire les membres des exécutifs. Pour ajouter à la confusion, le Conseil des ministres de l'Union européenne a un rôle législatif. Il est là pour adopter les lois de l'Union avec le Parlement européen. Oui, et puis si on essaye en plus de ça de distinguer Conseil européen et Conseil de l'Union, eh bien pourquoi pas essayer d'aller sur le site internet de ces deux institutions pour essayer d'un petit peu voir, sauf que le problème c'est qu'elles ont le même site internet, concilium.europa.eu. On ne sera pas non plus aidé par leur adresse postale parce que ces deux institutions sont dans le même bâtiment à Bruxelles, un cube de verre évidé avec à l'intérieur un gros œuf dans lequel se tiennent les réunions des deux conseils. Le problème, c'est que quand on lit le traité qui institue l'Union européenne, ce sont bien deux institutions différentes. Tout porte à croire donc que les États veulent brouiller les pistes, de sorte que les observateurs ne puissent pas vraiment comprendre qui a pris la décision. Est-ce que vous seriez en train de nous dire que ce sont les États qui ont intentionnellement décidé de nous égarer en attribuant les mêmes noms pour des organes différents, ou est-ce qu'ils auraient eu la flemme de chercher plus loin ? Alors Tania, comme vous le savez, dans cette émission, on n'est pas particulièrement versé dans le conspirationnisme. J'ai du mal à croire que c'était la volonté des États que de nous embrouiller. Même si au final, le résultat est le même. Comme d'ailleurs pour Samy, le héros de la série Parlement sur France TV,
Samy est un tout jeune assistant parlementaire d'un député européen recevant un groupe de profs d'espagnol à la retraite, embarqués malgré eux dans une affaire de lutte d'influence entre députés. Bon, allez, ça suffit maintenant. J'ai pas le temps pour votre retard. Moi j'ai un rapport à faire voter, donc vous permettez. Il est reporté le vote sur votre rapport, pas la peine de nous enfumer. Quoi? Vous nous prenez vraiment pour des buses. J'ai enseigné l'espagnol pendant 25 ans, jeune homme. No, es que hay un montón de gente delante de la puerta. Sí, a mí me encantaría hacer lo mismo. Vale, pues hay que posponer la enmienda, ¿vale? Alors? Je comprends rien, moi. Vous pouvez pas me traduire, s'il vous plaît? Si je traduis à votre place, vous ne ferez jamais de progrès. Posponer la enmienda. Ça veut dire quoi? Reporter... Reporter... L'amendement. Voilà. Ah, quand même. Et après, ils disent quoi? C'est un peu confus. Ils disent que le président veut renvoyer le rapport à une commission. Oh, le bâtard. Ça veut dire quoi? C'est... Non, mais c'est hyper compliqué. Laisse tomber. Bon, en fait, ils veulent renvoyer le rapport à la commission. C'est une manière de pas le faire passer en commission. En fait, il y a la Commission européenne, celle dont on entend souvent parler parce qu'on lui reproche tous les problèmes du continent, et il y a les commissions parlementaires dans lesquelles travaillent les députés. Alors, Commission européenne contre Commission parlementaire, je ne divulgacherai rien et ne vous dirai pas qui finalement l'emporte. Mais revenons aux États, qui sont les maîtres des traités. Ce sont eux qui donnent les noms aux institutions. D'ailleurs, la seule fois où ce ne sont pas eux qui ont rédigé un traité européen, mais essentiellement des élus des peuples, eh bien les choses ont été sacrément simplifiées. Les directives s'appelaient lois-cadres et les règlements s'appelaient lois. Ainsi, le Parlement européen et le Conseil, comme tout pouvoir législatif, adoptaient des lois et non, comme aujourd'hui, des actes législatifs au nom barbare. Comme quoi, le problème de la complexité de l'Union est avant tout une question sémantique. Il faut dire aussi que ce traité, c'était la Constitution européenne. Après son rejet en France et aux Pays-Bas, les termes de directive et de règlement ont été maintenus, tout comme celui ou celle qui devait s'appeler ministre des Affaires étrangères de l'Union, et qui finalement s'appelle, accrochez-vous, haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à de la terminologie des États a été évité, remplacé par des mots qui n'évoquent au final pas grand-chose. Et après l'échec de la Constitution européenne, tout ce qui pouvait ressembler symboliquement à un État a été effacé, y compris drapeau et hymne. C'est peut-être ça qu'il faut retenir. Les États membres n'ont pas voulu brouiller les pistes dans un délire complotiste, ils ont simplement voulu rappeler que l'Union européenne, ce n'est pas un État. You already know this is me that you're talking to, and anything I say I have said before. When will it be enough? Then something in my mind shifts and my eyes slip on my ears, and now I find that I'm face to face with none other than me. I have got the mirror up against the marquee, and all it reads is I am fine, I am divine. Going on behind the sign. I'm looking for the magic. I'm feeling for the right way out of my mind. Looking only out for me to release me from the maze I'm making myself. Looking for the magic. I'm looking for the magic. I'm looking for the magic. Now I don't wanna come off like I am. My head, but the shadow inside of me is begging for directions to illicit city, oh illicit city. But I wanna do better.
Cette pause musicale vous est proposée par le groupe Joanne as Policewoman avec The Magic, et qui se demande « I'm looking for the magic ». Et dans l'Europe, est-ce qu'il y en a de la magie ? L'Europe, c'est compliqué. Oui, mais si on regarde loin. En tout cas, quand on regarde les mots, mais quand on regarde les faits. Partons du principe que les États ont voulu éviter de donner à l'Union les atours d'un système étatique. On ne vote pas des lois mais des directives, l'exécutif n'est pas un gouvernement mais une commission. Mais attendez, après tout, pourquoi l'Europe, enfin l'Union européenne, ça ne serait pas un super État ? J'ai bien compris que ce n'est pas ce qu'ont voulu les États fondateurs initialement, mais aujourd'hui les institutions de l'Union fonctionnent comme celles d'un État, et ce n'est quand même pas si compliqué que ça à comprendre. Et surtout, depuis, les choses auraient pu changer. La représentation des citoyens effectivement, Tania, est mais le problème, assurée de c'est que les façon choses n'ont pas dégressivement vraiment changé, proportionnelle, mais avec ça un seuil fonctionne quand minimum même de 6 un membres peu par comme un État État. membre. Si on essaye de Aucun calquer le État modèle membre européen ne sur se un voit modèle attribuer étatique, plus de 96 imaginons un petit sièges. peu. Tracez une ligne sur un tableau, une ligne horizontale. En bas, vous y figurez le pouvoir législatif. À gauche, vous avez la Chambre basse, élue au suffrage universel direct. C'est le Parlement européen. À droite, vous mettez le Conseil, une sorte de chambre haute. Remarquez ici qu'il ressemble un peu au Sénat américain, avec un nombre identique de membres par État. Au-dessus de cette ligne, vous y mettez l'exécutif. C'est la Commission. Et vous allez tracer une flèche qui part du Parlement européen en bas à gauche vers la Commission au-dessus de la ligne. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est le Parlement européen qui investit la Commission. Et la Commission, en retour, elle a une responsabilité politique vis-à-vis du Parlement. Et puis il y a une même mécanique que devant l'Assemblée nationale avec les questions au gouvernement bien connues. On a ici les commissaires européens qui viennent régulièrement s'expliquer devant le Parlement européen pour rendre des comptes, répondre aux questions des députés. Et ces questions à la Commission, eh bien, elles auraient dû être retransmises sur France TV, mais à l'époque, il paraîtrait que la direction de la chaîne ait finalement renoncé, car ça n'aurait intéressé personne, les députés européens étant beaucoup trop policés. Et qu'est-ce qui se passe en cas de désaccord majeur, de perte de confiance entre le Parlement européen et la Commission ? Eh bien, le Parlement européen peut voter une motion de censure. Et l'Assemblée nationale peut faire la même chose à l'égard de son gouvernement. Elle l'a fait d'ailleurs en 1962 contre le gouvernement Pompidou. Le Parlement européen, lui de son côté, l'a fait aussi en 1999 contre la commission Jacques Santer, qui a dû démissionner en bloc. C'est un peu cynique à mon avis d'ailleurs que la dernière motion de censure européenne soit arrivée plus récemment que celle de la France. Est-ce que ça voudrait dire que les mécanismes démocratiques fonctionnent mieux dans l'Union européenne ? Alors sans doute, Tania, en tout cas, du point de vue des pouvoirs du Parlement européen, eh bien on se rend compte qu'ils sont bien plus puissants vis-à-vis de la Commission que ceux de l'Assemblée nationale vis-à-vis du gouvernement. Pourquoi ? Eh bien, il y a une raison, il y en a plusieurs, mais la principale, c'est que l'exécutif européen ne peut pas dissoudre le Parlement, contrairement au président de la République en France ou dans n'importe quelle démocratie parlementaire en Europe. Du coup, la Commission ne dispose pas de l'arme de la dissuasion nucléaire qui permettrait de faire pression sur des députés indisciplinés et d'équilibrer les pouvoirs. Alors ensuite, au-dessus de la Commission, on va continuer notre schéma, vous tracez une nouvelle ligne horizontale. Et au-dessus de cette ligne, vous placez le Conseil européen, que la presse nomme fréquemment les sommets. Et là, vous comprenez pourquoi. Le Conseil européen, il réunit les chefs des exécutifs nationaux et son rôle, c'est d'orienter, d'impulser les politiques européennes. Le Conseil européen, c'est une sorte de chef d'État collectif. Alors on pourrait dire que tout cela est tiré à très grands traits et que l'Union européenne a des particularités, des exceptions qui confirment la règle. Mais quelle institution n'a pas d'exception ? L'Europe, l'Europe, l'Europe. Alors Tania, et les droits de l'homme, bordel ? Vous allez nous expliquer si les droits de l'homme, eh bien c'est un concept compliqué. Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont-ils aussi compliqués ? Moi je dirais oui et non. Non, parce qu'avec un peu de logique, on peut quand même déduire ce qui peut relever de nos droits de l'homme. Oui, c'est compliqué parce qu'on sait moins comment les défendre ou encore quel juge saisir pour les protéger.
Par exemple, on entend souvent parler de la Cour européenne des droits de l'homme sur différents types de sujets. Mr. President, honourable judges, it is an honour to appear before you today on behalf of the government of Armenia. Pour certains, cette cour a d'ailleurs commencé à exister lorsque Amal Clooney, que l'on vient d'entendre, s'y est rendu pour plaider une affaire au nom de l'Arménie. Jamais une audience n'aura vu autant de journalistes présents, mais bon, pas que des journalistes de la chronique Justice. Mais le reste du temps, la cour est mise en avant quand elle condamne la France. C'était le cas en janvier 2020, quand la France a été pointée du doigt pour l'état de ses prisons et la situation de surpopulation carcérale qui entraîne un traitement inhumain et dégradant, qui a d'ailleurs partiellement été réglé avec la crise du coronavirus. Cet exemple démontre qu'il devient un peu difficile aujourd'hui d'affirmer que la France est le pays des droits de l'homme, comme le dit Pape Ndiaye, un historien français que l'on entend dans notre jingle. Mais revenons à cette Cour européenne des droits de l'homme, dont le rôle est de s'assurer que la Convention européenne des droits de l'homme, un texte du Conseil de l'Europe qui date de 1950, est bien respectée par les 47 pays qui l'ont ratifiée. La Convention comprend une dizaine de droits comme l'interdiction de la torture, d'un traitement inhumain et dégradant, la liberté d'expression, le droit à la vie, l'interdiction du travail forcé, etc. Le principe est simple. La France s'est engagée à ce que les droits de la Convention soient bien protégés sur son territoire. Oui, mais la Convention européenne des droits de l'homme prévoit la possibilité d'une dérogation. Ça veut dire qu'un pays peut prévenir le Conseil de l'Europe, auquel la Cour européenne des droits de l'homme est rattachée, qu'il ne sera pas en mesure de protéger les droits de l'homme. En gros, anticiper une éventuelle violation qui serait commise par l'appareil étatique, ce qui est quand même assez spécial quand on y pense. Pourquoi cette option ? Parce que ce pays vit une situation particulière qui nécessite de prendre des mesures plus intrusives dans les libertés de chacun. Dans le texte de la Convention, c'est encore plus précis. C'est en cas de guerre ou d'autres dangers publics menaçant la vie de la nation. Attention quand même, il est des droits qu'il est impossible de violer, même en période de guerre, des droits qu'on appelle intangibles. Il est donc impossible de tuer, de torturer, de mettre les gens au travail forcé ou encore en esclavage, et enfin, il reste interdit de punir sans fondement légal, sans loi. La question s'est posée au cours de la période d'état d'urgence sanitaire pour déterminer si des mesures contraires aux autres droits de l'homme, comme la liberté d'expression, le droit à la vie privée ou encore la liberté de réunion, pourraient être prises. À l'échelle nationale, tous les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits. Et plusieurs pays ont décidé de signaler une situation de dérogation, comme par exemple la Lettonie ou la Roumanie, alors que le Conseil de l'Europe diffusait un communiqué de presse précisant que ce n'était pas une obligation. Effectivement, pour la liberté de réunion par exemple, le texte prévoit déjà des justifications de limitation, y compris pour des raisons de protection de la santé. Enfin, il existe tout de même un filet de sécurité en cas de dérogation. Un contrôle a posteriori est possible par la Cour européenne des droits de l'homme, qui peut être saisie par des personnes qui contestent la limitation de leurs droits pendant cette période. On peut tout à fait imaginer une personne qui saisirait la Cour contre les interdictions de rassemblement de plus de 10 ou 1000 personnes, causant par exemple l'annulation de festivals. Mais il y a de grandes chances pour que la Cour estime que la France pouvait restreindre la liberté de réunion pour des raisons de santé publique. Il faudrait que les actions que le pays a menées soient disproportionnées par rapport à la situation interne. Par exemple, avec une garde à vue sans avocat et sans limite de temps, ou l'obligation de télécharger une application de tracking. Un groupe d'avocats a d'ailleurs saisi le Conseil d'État après le déconfinement pour s'opposer au maintien de la fermeture des restaurants qui serait, selon eux, contraire à la liberté de réunion de la Convention européenne des droits de l'homme. Du coup, les droits de l'homme, c'est simple, ce sont des droits que l'on a et que chaque pays s'est engagé à respecter, notamment en raison de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais parfois, le pays peut restreindre nos libertés, si la situation l'exige, sous le contrôle éventuel de la Cour européenne des droits de l'homme. Bref, c'est le bordel, Vincent. Voyons, Tania, je croyais que l'Europe, c'était pas si compliqué. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio et des Surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio.
Et pour l'actu, suivez-nous sur nos réseaux sociaux.